Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Pourquoi Tebboune donne-t-il de plus en plus l'impression qu'il est en chute libre? Est-ce parce que face aux terrifiantes et lancinantes situations qui l'interpellent, il n'a pas d'autre réponse que la fuite en avant? Est-ce parce qu'en l'absence de vraies solutions à une vraie crise, il ne sait procéder que par l'incantation et l'escamotage? Et s'il est réellement en chute libre, pourquoi n'a-t-il pas encore craché depuis le temps? Il est à la tête du pays, d'un pays à la dérive, depuis plus de 2 années, d'improvisation, de fourvoiement, d'abus de toutes sortes, de violation du droit et des droits des citoyens qui le contestent et le dénoncent, dans une situation économique très dégradée et qui n'en finit pas de se compliquer, où des millions d'Algériens ont été précipités dans la précarité et l'incertitude des lendemains. Dans un pays où quasiment toute la jeunesse ne rêve plus que de fuir, que de pouvoir fuir son pays, où le nombre des haragas est devenu juste incroyable. Des haragas par dizaines de milliers. Et dont ceux qui périssent en mer, Rabbi Yarhamham, se comptent désormais par centaines. Où la fuite des cerveaux a atteint des pics parmi les plus graves du tiers-monde, où tous les secteurs sans aucune exception, sont naufragés, où tout fonctionne au pifomètre, où la malvie distingue désormais tout le pays, toute la société, où l'incivisme fait rage, où la corruption est devenue le principal vecteur social et économique de la société. Un pays où tous les clignotants sont rouges, comme jamais ils ne l'ont été. Et M. Tebboune est encore là pourtant, en mode blablabla automatique, à promettre des TGV depuis Tamanrasset, à faire de Djelfa une mégapole prospère, de Khenchela le cœur battant de l'Algérie, à nous promettre le rapatriement des fortunes volées au pays, à hurler que nous sommes dans une Algérie nouvelle, à clamer que le secteur de la santé algérien est le meilleur d'Afrique et du Maghreb, quand lui-même va se soigner en Allemagne, à crier non moins fort que la presse algérienne est libre, quand il qualifie les journalistes qu'il jette en prison de balance, khabarjia, à nous enfoncer dans le mou que l'Algérie est une force de frappe et une puissance régionale quand elle ne pèse même pas dans ses propres parages, à institutionnaliser le Hirak au point de lui créer une journée nationale, au même moment où il met des centaines de hirakistes en prison. Et je passe sur tout le reste, sur ce président extraterrestre dont on voit bien qu'il n'a jamais osé rêver connaître un tel destin. Un peu comme s'il s'obstinait à fermer les yeux pour ne pas se réveiller et se retrouver face au mur infranchissable de la douloureuse réalité. C'est cela, je crois, qui distingue la présidence Tebboune. C'est cela qui explique la seule option, chute libre, qui lui a été laissée par des gens qui considèrent qu'un président de la République en Algérie, c'est un bidule interchangeable dont le remplaçant est déjà dans le magasin en cas de besoin. C'est un peu pour ça, et aussi parce qu'il n'a pas d'autre choix, que M. Tebboune semble avoir opté pour l'autisme
politique et l'éperdu fuite en avant avec pour seul viatique le mensonge et le déni. Il a dit et improvisé tant d'absurdités, clamé tant de mensonges, promis tellement de miracles, affirmé des choses et leur contraire. Il a escamoté tellement d'évidences criardes, occulté des faits avérés. Il a foncé tête baissée sur tellement de murs obstinés. Et pourtant, il est toujours là, en apesanteur, à défier les lois de la physique politique. Oui, il est toujours là. On est une chute libre qui n'en finit pas, sans autre parachute que des slogans sur l'impeccabilité de l'armée qu'il a mis en orbite, et sans autre promesse que celle qu'il fera la prochaine fois, puisque les promesses ne mangent pas de pain, qu'elles ne coûtent que la salive dans laquelle elles ont baigné. Qu'importe si elles sont tenues ou non, ce n'est là, dans la logique tebbounienne, qu'un point de détail. Algérie, la violation de la Constitution en mode de gouvernance. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir depuis l'Algérie le docteur Smaïl Almas, économiste, analyste politique, qui est avec nous en Skype. Depuis Paris, Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Depuis Paris donc, et Karim Naïtou Slimane depuis Paris aussi, analyste et militant politique. Smaïl Almas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens à préciser que Idir Nouren s'excuse de ne pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons qui lui sont personnelles. Docteur Smaïl Almas, merci d'être avec nous. Bonsoir, Azoul. Et je ne suis pas encore docteur, hein, je n'ai pas fait ma thèse, donc il faut mettre ça en parallèle, entre parenthèses. Hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Si Jamel, et je salue vos invités. Marhaba. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous tous. Beaucoup de gens, Smaïl Almas, nous demandent de vous inviter plus souvent. Donc voilà, je vous transmets ce qu'on m'a écrit. C'est vrai. Voilà. Non, j'ai eu quelques problèmes mais l'Omicron qu'il a envahi chez moi. C'est toute la famille qui a été touchée par l'Omicron, quoique j'ai été épargné cette fois-ci. Donc, on était un peu perturbés les 3 dernières semaines. Mais alhamdoulilah, quand je peux venir, je suis là, il n'y a pas de souci. Rabbi jib shfa, Inch'Allah, la famille. Alors, avant de vous poser la question que tout le monde se pose sur cette suspension, hein, appelons-la comme ça, de certaines dispositions de la loi de finances par M. Tebboune, nous allons voir d'abord les titres parus sur l'APS, l'agence de presse algérienne. Regardons un peu l'annonce.
بالإضافة إلى المضاربة. هناك سيدي الرئيس لوبيات سياسية وراء المضاربة. أكيد سبحان الله، دي أمور منظمة وقسما بالله العلي اللي نحكموا من يطالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام، كاش مشكل. عندهم امتداد داخل الإدارة؟ عندهم امتداد راكم عارفين بلادكم، عارفينها كيما نعرفها أنا. Petite erreur, c'était prévu qu'on vous montre l'infographe sur l'APS, s'il vous plaît. Ismaël Almaz, donc voilà, la situation économique est très alarmante. Une crise économique qui frappe de plein fouet les couches les plus défavorisées de la population, mais pas seulement, même les couches moyennes supérieures sont en train de s'en ressentir. C'est une flambée des prix jamais vue. Et donc voilà, pour y faire face, Monsieur Tebboune qui semble vouloir faire de tout bois, mais avec des solutions dont on ne comprend pas très bien ni la portée, ni l'efficacité. Et donc il a commencé donc par suspendre en Conseil des ministres l'application des taxes et des impôts concernant certains produits de consommation courante. Alors d'abord sur la faisabilité, sur la légalité de la mesure, avant d'en arriver à l'utilité. Est-ce qu'elles sont réellement utiles ces mesures? D'abord sur un plan juridique, sur un plan légal, sur un plan politique. Ok, Massa Khair, bonsoir. Avant tout, si jamais, si vous permettez, je vais profiter un peu de ma présence sur vos ondes pour saluer tous nos téléspectateurs et aussi d'exprimer toute ma solidarité avec nos prisonniers du Hirak, et aussi de lancer un appel aux décideurs pour humaniser un peu nos établissements pénitentiaires et de libérer un peu le Koufin. Il faut rappeler que nos prisonniers en général n'ont pas droit au Koufin, à l'alimentation, alors que ils avaient suspendu cela à cause du Covid, mais je pense que là il n'y a rien qui empêcherait de libérer l'accès au Koufin, du Koufin à nos prisonniers. Madame, que l'appel soit entendu, Inch'Allah. Non, pour ce que vous dites, pour la suppression, les histoires de taxes sur un certain nombre de produits, je crois que ce n'est pas nouveau. On a souvent vécu les décisions et les contre-décisions, mais bien sûr... on l'a vécu notamment avec Bouteflika en 2018, qui lui aussi avait suspendu la loi de finances. Oui. Mais on oublie que le slogan de la loi de finances 2022, c'était pour une paix sociale, pour une justice sociale. Donc là aussi, même à l'époque, on avait parlé Mac d'émission Taxi Jamal et lors d'autres interventions, mais j'avais dit que la loi de finances 2022 était tout sauf porteuse de justice sociale. Et il y a un certain nombre de paramètres qui montraient vraiment que
que cette loi de finances était très dangereuse pour la paix sociale, pour la justice sociale, pour le pouvoir d'achat, pour nos citoyens. Un certain nombre de taxes et d'impôts, etc., étaient prévus dans cette loi, avec aussi la baisse, la dévalorisation de notre monnaie. Tout cela allait forcément impacter le pouvoir d'achat de nos citoyens. C'est très simple à décortiquer, à décoder. Hein. Donc on l'avait dit, on en avait parlé. Et là, bien sûr, il y a eu réaction de beaucoup d'associations et de gens qui disaient que c'était plus possible de continuer sur cette lancée. Bien sûr, si je reviens sur le sujet, à savoir la taxation notamment de certains produits qui rentrent dans le digital et numérique, etc., il faut se rappeler aussi que l'un des dirigeants, l'un des hauts cadres de la douane Tana avait dit que ils avaient appliqué ces taxes-là justement pour une plus grande justice fiscale, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient le canal Hadat à l'importation de certains produits via Internet, pour justement pour éviter de payer les taxes, de payer la TVA et les taxes douanières, donc utiliser le canal pour essayer d'éviter les taxes, et bien sûr utiliser pour justement pour la revente ou là pour des actes frauduleux. Alors que maintenant, si le dirigeant ADA dit que les taxes ont été justement pour une plus grande justice fiscale et tout, alors pourquoi revenir sur la décision? Pourquoi lever la question est là. Pourquoi avoir mis en place ces dispositions pour les suspendre après? Est-ce qu'ils n'ont pas vu venir? Et puis Ismaël Almas, une question que se posent les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de dire que les vraies causes ne sont pas dans cette augmentation des prix des produits de consommation à un niveau mondial, mais plutôt à la planche à billets et à d'autres leviers dus à la mauvaise gouvernance. La preuve, c'est que dans les pays occidentaux, il n'y a pas une telle inflation. Non, écoutez, l'inflation, elle est mondiale, mais elle est maîtrisable, elle n'est pas comme chez nous. Et en plus de cela, toutes les décisions prises chez nous vont dans cette direction. C'est-à-dire là, ils sont en train de gonfler encore plus, ou d'aggraver la situation d'inflation. Quand vous baissez la monnaie nationale, sachant que toute notre économie est basée sur l'importation, quand vous taxez les produits, quand vous utilisez les droits additionnels avec le DAPS pour les produits importés, quand vous imposez tous ces produits, on s'attend à quoi après? Bien sûr qu'on s'attend à une montée des prix. En plus de cela, il y a la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire là, on parle de prix, de taxes, etc., mais on ne parle jamais de la gestion. Tu as la distribution, tu as le réseau de distribution, tu as la mise en place de plans de distribution, tu as les relais, etc. Là, ce sont des sujets qui n'ont jamais été évoqués. Alors que la distribution, c'est un mode, c'est une pratique, c'est un métier, c'est une stratégie. Ce sont des actions à planifier. Et bien sûr, on oublie aussi de mettre les gens qu'il faut, qui maîtrisent le domaine. Alors du coup, on se rabat sur les décisions faciles. Supprimer, ou la additionner, ou la zid, ou la naqas. Mais moi, ce qui m'étonne, bien sûr, vous l'avez bien signalé, c'est que ce sont des décisions dont la portée était connue d'avance, c'est-à-dire les conséquences étaient bien connues à l'avance. C'est-à-dire, quand vous taxez, vous savez ce qui attend après après taxation. Donc, et en plus de cela, vous déléguez des gens pour argumenter de la taxation. Il vient un responsable, un divisionnaire à la douane qui dit, tiens, parce qu'on a constaté qu'il y avait fraude, parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas une justice fiscale, etc., que les commerçants payaient la douane et les taxes et les impôts, alors que les citoyens, quand ils importaient en leur nom, ils utilisaient le couloir, le commerce électronique, sans payer de taxes, etc. D'accord? Alors qu'il y a fraude. Ok, l'argumentaire, vous le mettez où après?
si vous supprimez, si vous revenez sur votre décision, si vous supprimez encore une fois les taxes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argumentaire évoqué par le responsable à la douane est complètement faux. Ou là, vous voulez entraîner, vous voulez revenir à un manque de justice fiscale, à la fraude, ou là vous encouragez. Et nous allons y revenir. Nous allons y revenir, Smaïl Almas. Pardon de vous avoir interrompu. Alors, Karim Naït Ousliman, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Karim. Bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Alors, Karim, d'abord, comme vient de le dire Smaïl Almas, pourquoi prévoir des dispositions très pointues, très détaillées dans la loi des finances où on va dans le détail du détail pour ensuite venir les supprimer? Pourquoi ils n'ont pas la capacité de pouvoir avoir une vision globale de la situation à quelque chose comme 2 mois près? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes conditions qui prévalaient au moment de l'élaboration de cette loi de finances d'abord, et d'ensuite, est-ce qu'on peut comme ça, monsieur qui arrive au Conseil des ministres, le chef de l'État en l'occurrence, qui dit non, moi je suspends la loi de finances. Est-ce que c'est légal sur un plan purement procéduriel? Est-ce que c'est juridiquement acceptable ou est-ce qu'une loi ne peut être suspendue que par une autre loi? Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il ressort, si vous le pouvez? Merci. Mais écoutez, Meldine, je pense que actuellement, comme tous les Algériens, cet État, il est clair qu'ils n'ont aucune capacité de prévoir quoi que ce soit. Alors que tout le monde sait que gouverner, c'est prévoir, mais cet État est en train de nous donner un autre exemple sur la gouvernance par l'improvisation. L'improvisation en Algérie est érigée en ce moment en style de gouvernance. Moi, je pense très sincèrement, et nous l'avons déjà dit, mais nous n'allons pas nous lasser de le répéter, c'est que malheureusement, nous avons affaire actuellement à un État autiste, un système attardé politiquement, représenté par des personnages qui sont dans le déni total, dans le déni des réalités politiques, des réalités économiques, des réalités géostratégiques, qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe en Algérie et encore moins de ce qui se passe dans le monde. Donc malheureusement, actuellement, l'Algérie se retrouve comme un bateau ivre qui erre comme ça, qui vogue sans chef, sans vision, sans destination précise. Voilà pourquoi nous voyons tout ce malheureux spectacle qui frappe l'Algérien dans son quotidien, parce que bien sûr, une loi de finances, c'est une loi qui a été en principe réfléchie, pensée, qui a été aussi soumise à la validation du Parlement. Mais malheureusement, on voit comment ça se passe en Algérie, on voit aussi la véracité de ce que nous disions. En Algérie, il n'y a plus d'état de droit. Nous n'avons pas un État qui se soucie de la légalité et encore moins de la légitimité. Donc c'est tout à fait normal, ils font ce qu'ils veulent, ils ont déjà piétiné toutes les lois algériennes et en ce moment ils sont en train même d'aller très loin, ils sont en train de jouer le destin de l'Algérie et puis voilà. Il y a aucun, on ne peut pas comprendre de manière rationnelle cette situation. Je le répète, c'est un État autiste. Mais est-ce que les causes Karim, est-ce que les causes qu'ils invoquent, sur lesquelles repose cette hallucinante décision de suspendre certaines dispositions de la loi de finances, est-ce que ces causes qu'ils invoquent, est-ce qu'elles sont acceptables quand il dit l'augmentation, l'inflation, la flambée des prix qui est en train de mettre tout le pays en danger, dans l'incertitude? Est-ce que ces causes sont réellement dues à des facteurs uniquement exogènes, uniquement internationaux, dus au Covid, sur un contexte quasi planétaire, alors que dans les pays occidentaux où nous vivons, que nous connaissons, il n'y a pas une telle inflation.
elle est de l'ordre de 3, 4, 5%. Elle ne se compte pas à 2 chiffres, encore moins à 3. Elle n'est pas à 100% pour certains produits, à 200% pour d'autres. Est-ce que ces explications qu'il donne sont acceptables? Elles sont tout à fait inacceptables, d'autant plus que la crise sanitaire, par exemple, n'a pas commencé hier. La crise sanitaire est là depuis 2 ans maintenant. L'inflation, tout le monde l'a vu venir. Nous en avons parlé déjà à plusieurs reprises, déjà ici dans votre émission. Des économistes, des observateurs algériens et internationaux l'ont déjà signalé. Mais il y a une réalité, je vous dis, c'est un régime qui est dans le déni de réalité. La réalité est que les Algériens n'ont pas de pouvoir d'achat. Déjà, parler de cette notion de pouvoir d'achat en Algérie, déjà, c'est prendre les Algériens pour ce qu'ils ne sont pas. Les Algériens n'ont pas de pouvoir d'achat. Enfin, il y a un pouvoir d'achat, Karim. Il y a un pouvoir d'achat, selon les catégories et d'autres, mais très faible pour beaucoup, très affecté pour les Algériens sont plus dans démunis. La survie, Jamaldine. Oui. Les Algériens sont dans la survie. Ils sont en dehors de l'ère économique. Ils sont en dehors même de l'ère de la consommation. Les Algériens sont dans la survie. Lorsque le salaire, le SMIC en Algérie ne dépasse pas les 100 € par mois, on ne peut pas parler véritablement d'un pouvoir d'achat. On peut parler de salaire de survie. Hein, les Algériens vivent avec la baguette et le sachet de lait. Il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Alors, la moindre virgule, le moindre chiffre d'inflation, évidemment, va avoir des répercussions catastrophiques sur le quotidien des Algériens. Et ça, c'est une chose qui est connue de tous les observateurs, ça n'est pas nouveau. Mais ce qui est encore plus dangereux dans cette affaire, par exemple, du commerce en ligne et des importations, de la taxation de ces importations à usage personnel, par exemple, et individuel, c'est que moi, je ne vous cache pas, je vois probablement derrière aussi une lutte de clans en ce qui concerne les monopoles. Parce qu'on sait très bien en Algérie comment fonctionne l'économie. C'est une économie d'importation et on sait très bien que tous les secteurs de l'importation sont gérés par des monopoles liés à des personnalités politiques, militaires, et ce qu'ils appellent, eux, les hommes d'affaires fabriqués par l'argent de l'État. Donc, peut-être qu'il y a aussi, que c'est un autre épisode de cette lutte des clans qui se joue maintenant publiquement sur cette affaire, par exemple. Et restez avec nous, Karim, pardon de vous interrompre, nous reviendrons. Brahim Younsi, d'abord, merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci de m'inviter de nouveau. Merci. Bonsoir à Ismaël et à mon ami Karim. Merci. Alors, téléspectateurs. Merci beaucoup. Brahim Younsi, d'abord sur le plan de la procédure, sur le plan légal. Est-ce que comme ça, M. Tebboune peut arriver sur son cheval tout blanc, dire bon, moi j'ai compris où est le mal, il est dans les taxes et dans les impôts qui touchent les prix de consommation, je ne vais pas tenir compte de la loi de finances, je le suspends. Est-ce qu'il a le droit de suspendre des dispositions d'une loi de finances, comme ça, en Conseil des ministres, sans autre forme de procès? Alors, il pourrait le faire. Il pourrait le faire, y compris juridiquement. Simplement, la Constitution, je crois, l'article 91 de la Constitution le lui permettrait. Je prends des précautions. Simplement, il faut qu'il fasse, bien entendu, une loi de finances rectificative. Sinon, les comptes n'y sont pas sur le plan de la loi de finances. Vous avez un peu limité, à mon avis, le gel des impôts et des taxes. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis. Je ne crois pas que ça se limite, quant à moi, exclusivement aux denrées alimentaires ou à d'autres denrées ou à le commerce électronique. Je crois que quand il dit le gel de tous les impôts, il ne dit pas lesquels, de quels impôts il s'agit. Est-ce que les impôts sur Ils disent sur certains produits, selon le communiqué, sur certains produits alimentaires. Non, la phrase exacte est celle-là, je l'ai sous les yeux. Oui. Gel de tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. Voilà, alimentaires. Voilà ce qui est dit. Oui. Cela dit notamment.
notamment. Il ne dit pas sur quels autres impôts se gèlent ou le gel ou les denrées ou est-ce que les salaires les impôts sur les salaires sont gelés, parce qu'il dit tous les impôts. Il y a un flou, comme on dit ailleurs, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Ceci dit, bon, il peut faire une loi de règlement. Cela se passe aussi dans d'autres pays pour essayer d'ajuster la loi de finances. Cela est fort possible. Donc, si une loi de finances rectificative n'est pas faite, on est en dehors de la loi. C'est-à-dire que c'est un abus de pouvoir de la part de celui que l'on appelle chez nous le président de la République. Il n'a pas le droit de le faire s'il n'engage pas une loi de finances rectificative. Il faut absolument. Sinon, le compte n'y est pas. Parce que la loi de finances prévoit des recettes, et des recettes fiscales, et il prévoit des dépenses. Comment va-t-il couvrir les dépenses? Parce qu'il y a quand même 2800 milliards de dinars. Est-ce que les 2800 milliards de dinars de recettes fiscales sont remises en cause? Est-ce le tiers des recettes fiscales que prévoit la loi de finances sont remis? Est-ce que 800 milliards de dinars, de combien de milliards s'agit-il? Parce que si sur les recettes fiscales générales, il y a, exemple, 800 milliards concernés, cela fait entre 12 et 13 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme d'amputer le budget de l'État de 12 à 13 milliards de dollars. Ça, c'est l'aspect budgétaire de la question. Mais sinon, sur l'aspect juridique de la question, à mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas connaisseur en la matière, une loi ne peut être suspendue que par un dispositif légal. Ça veut dire une autre loi qui est soumise au Parlement, qui est discutée, qui revient vers le président, qui la signe et qui... C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où la loi de finances a été promulguée, il doit absolument faire une loi rectificative. Une loi peut abroger une autre loi. Ou complémentaire. Oui. Non, il peut faire une loi rectificative parce qu'il fait une rectification. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Lui, il a décidé en Conseil des ministres de suspendre. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous allons continuer le tour de micro. Je reviens à Smaïl Lalmas. Smaïl Lalmas, on nous avait d'abord parlé de la fin des subventions. Nous en avions parlé avec vous lors d'une émission précédente. Puis, M. Tebboune qui arrive, qui dit non, il n'y aura pas de subvention tant que le monde existe. Si vous vous rappelez. Il avait dit, madame, subvention, et puis là, on nous dit, au moment où ils avaient mis en place tout un système pour accorder des subventions ciblées aux populations plus démunies, là on nous dit non, nous allons cibler les produits taxés qui subissent des impôts, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes. Est-ce que réellement cette décision peut apporter quelque chose dans le concret, dans le quotidien de consommation des Algériens? Est-ce que le problème est là? Est-ce que le fait de supprimer des taxes et des impôts des produits alimentaires de consommation courante peut influer de façon claire, de façon positive sur le pouvoir d'achat des citoyens? Ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un tour de passe-passe quelque part et que ces bénéfices pourraient aller dans des poches et d'autres, à votre avis? Écoutez, c'est Jamal, là c'est une bonne question qui revient et très souvent les citoyens m'interpellent pour me dire que c'est-à-dire vous allez supprimer les taxes ou le citoyen, le fossé il est trop profond, c'est-à-dire que l'histoire, la situation le pouvoir d'achat, ou le problème dans le pouvoir d'achat est beaucoup plus grave que ce qu'on pense ou ce que peuvent penser les responsables. D'ailleurs, j'avais dit que ça, c'est un paramètre très significatif pour dire que le pouvoir et les gens du pouvoir vivent sur une autre galaxie. Il y a une déconnexion totale avec la réalité. Tu as le vécu, tu as le peuple.
Donc, ce qui fait que vous avez tout à fait raison que supprimer les taxes ou les réduire ou les l'IRG ou l'IRG ou là, c'est pas ça qui va permettre aux citoyens ou à l'Algérien qui touche 20 000 ou là 40 000 ou là 60 000 dinars ou là de vivre correctement, dignement. Donc, on est trop loin de la réalité. En plus de cela, allez dire cela à quelqu'un qui a perdu son travail. Les gens oublient, et ces responsables oublient que entre 2018 et aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de postes de travail perdus. Avec la crise économique qui avait déjà démarré en 2014, l'a accentué en 2018, et la Covid. Donc ça aussi, c'est un réel problème. Parler de taxes à un chômeur, c'est terrible. Ça n'a pas de sens. Et aussi, il faut aller parler aussi à nos retraités qui attendent que les promesses engagées par le pouvoir soient exaucées. Énormément de promesses ont été faites à nos retraités. Les augmentations, ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu les augmentations. En plus de cela, vous allez à certains établissements ou dans certaines entreprises, oui, même public, hein, oui, les employés, les agents de sécurité, ils n'ont pas reçu leur salaire, ne reçoivent pas leur salaire dans les délais, avec beaucoup de retard. Et quel salaire? Donc je pense que la réalité est beaucoup plus complexe qu'on croit. Hein. Le pouvoir d'achat est un sujet très délicat et très sérieux pour être pris en charge, pour être, disons, traité de la manière avec laquelle le pouvoir le fait. Et la planche à billets dans tout ça, Smaïl Elmas, est-ce que ce n'est pas plutôt cette fameuse option de la planche à billets sans compter à des niveaux absolument ahurissants qui serait la véritable cause de cette dégradation du pouvoir d'achat, de l'inflation donc? Non, la véritable cause, on la connaît. C'est un problème politique, purement politique. Pourquoi? Parce que pour résoudre le problème du pouvoir d'achat, pour résoudre le problème de la misère en général dans un pays, cela reposerait éventuellement sur une dynamique économique. C'est l'économie, donc c'est l'investissement qui crée le travail. Donc il faut y aller vers l'investissement. Mais l'investissement fait défaut de nos jours en Algérie, avec toutes les mauvaises décisions prises, avec l'instabilité des lois et bien sûr avec le problème politique qui est une réalité. Et à partir de là, s'il n'y a pas réglementaire le problème politique, s'il n'y a pas le réglementaire la légitimité à des fois pour toutes, si la confiance n'est pas installée définitivement, eh bien l'investissement va fuir un espace aussi pollué que le nôtre. Et ce qui fait que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de création d'emploi. Et le seul problème, la seule solution qui pourrait éventuellement régler le problème le pouvoir d'achat, c'est surtout créer l'emploi, donner de l'emploi à tout le monde et aller vers un salaire digne, un salaire qui sera calculé sur des paramètres réels, sur la réalité du marché, sur la réalité du prix, un salaire qui va donner de la dignité à nos Algériens, à nos citoyens, pour leur permettre de vivre dignement, correctement, comme vivent les enfants, les responsables, les responsables. Donc, c'est ça la réalité. Alors, maintenant, les histoires de taxes, dites la taxe, vous passez la loi de finances, vous la bloquez, etc. Tout cela ne va pas régler le problème. Smaïl Elmas, justement, merci de m'avoir apporté l'occasion de poser une question précise. Dites la taxe, la taxe. Mais dans un système où le régime lui-même reconnaît que l'économie informelle a la part du lion. 60 à 70% de l'économie est entre les mains de l'informel. Dans un pays où on ne sait pas ce que c'est que l'impôt. Les seuls qui payent l'impôt dans ce pays, c'est Sonatrach et les salariés. Dans un pays où tout va de travers, où il n'y a pas de grands équilibres, comment ce régime en arrive-t-il à opter pour de telles petites mesurettes qui non seulement ont un impact énorme et ravageur sur le budget de l'État, mais que d'un autre côté, ça n'apporte rien à la bourse, au pouvoir d'achat du citoyen, du consommateur? Mais il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas faire autrement. Il a une boîte à outils, je l'ai souvent dit, il a une boîte à outils bien définie, bien déterminée, bien connue de tous. Quand il y a des problèmes comme ça, il actionne les taxes pour gonfler un peu les budgets. Si c'est vraiment
si c'est vraiment appliqué, et surtout que 70% de notre économie est surtout orchestrée par l'informel, ce qui fait que quand on parle de l'informel, on parle plus de taxes, on parle plus d'impôts. Il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Donc c'est souvent ignoré complètement. Il y a d'autres outils tels que la dévaluation du dinar, il y a la planche à billets, il y a des outils très connus dans la boîte à dites. Donc, ils ne savent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, pour acheter l'huile, pour régler le problème de l'huile, c'est interdit au moins de 16 ans pour acheter l'huile. Donc, vous imaginez. Donc, et c'est dire. Restez avec nous, Smaïl Almas. Vous voulez dire quelque chose, Smaïl Almas? Oui, s'il vous plaît. Là aussi, il y a un autre problème qu'on a peut-être omis d'évoquer, c'est que les taxes indo ont été imposées par qui? Par le ministère des Finances. Qui est à la tête du ministère des Finances? C'est le Premier ministre. Oui. Et quand vous supprimez les taxes imposées par le Premier ministre, il y a un discrédit en direction de ce responsable et de son gouvernement. Donc là aussi, il y a un problème qu'il faudrait traiter autrement. Absolument. Karim Naït Ousliman, c'est la même question, mais à laquelle on pourrait rajouter aussi le fait que ce pays ne crée pas de richesse. C'est une économie qui n'est pas créatrice de richesse, qui vit de la rente pétrolière et d'autres minerais. Il y a 97% de rente pétrolière et le reste, c'est des minerais et d'autres petites choses. Mais en plus, c'est que cette économie informelle, dans les faits, elle a recours au circuit bancaire habituel pour prélever des devises. Quand il s'agit d'importer, il passe par la banque. Mais c'est le seul recours. C'est le seul contact. C'est uniquement pour puiser dans les caisses du trésor public des devises pour importer ce que nous mangeons, ce que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Mais dans ce chantier, dans ce charivari, où une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits, Karim, c'est quoi cette décision? C'est quoi cette posture? C'est quoi cette vision qui n'est même pas capable de prévoir à 2 mois, à 3 mois, s'il doit y avoir des taxes ou non, quitte à revenir dessus par la suite de façon anticonstitutionnelle? C'est quoi tout ça, Karim? Oui, d'ailleurs, je commence par la fin de ce que vous dites, c'est-à-dire elle est anticonstitutionnelle. J'aimerais vraiment revenir sur ça pour dire que, de principe, même si je n'ai pas avec moi l'article de la Constitution qui le montre directement, mais si on part du principe que le pouvoir législatif en Algérie a validé cette loi, l'a votée, en principe, l'exécutif n'a pas le droit d'annuler les lois votées par le Parlement. Ah, ça, c'est de principe. Mais lorsqu'on prend cette question sous cet angle, ça va nous pousser en fait à approfondir la réflexion et à poser les véritables questions. Parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une crise systémique. C'est une crise systémique, c'est la crise d'un système. Parce que si on se demande sur quel principe, pour quelle raison, de quel droit le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif annule une loi votée par le Parlement. Et là aussi, on va suivre le raisonnement et on va se demander comment le Parlement a voté et validé une telle loi sans étudier au préalable le pouvoir d'achat, même si moi je suis vraiment pas d'accord sur toutes ces catégories en Algérie parce qu'elles ne sont pas opérantes ni pertinentes, mais le Parlement était censé étudier le pouvoir d'achat des Algériens avant de voter une telle loi. Et lorsqu'on va suivre ce raisonnement, on va commencer à se poser les véritables questions qui sont importantes en Algérie. Ce Parlement qui devrait en principe émaner du peuple, défendre le peuple, défendre l'intérêt des Algériens, est-il légitime? Émane-t-il réellement du peuple? Est-il le résultat Mais nous savons bien que non, d'un processus légitime? Je crois que la question ne se pose même pas. Et donc non. Nous savons que non. Bien sûr. Cet exécutif qui piétine les lois votées par ce Parlement illégitime, cet exécutif, a commencé par Tebboune lui-même, et puis par son gouvernement, son Premier ministre et ses ministres. Cet exécutif, est-il lui aussi légitime? Émane-t-il d'un processus politique légitime? Représente-t-il réellement la volonté du peuple algérien? Nous savons très bien que non.
Alors, c'est ça les véritables questions que nous devons poser en Algérie. Les trois pouvoirs, non seulement ne sont pas séparés, mais sont toujours en contradiction, parce que si on suit le raisonnement, on se pose aussi la question aussi du pouvoir judiciaire aussi, qui est en train de rendre justice, de condamner les Algériens au nom des Algériens. Représente-t-il la volonté du peuple? Nous savons très bien que non. Alors, tous ces problèmes sont en réalité l'expression d'une crise du système, une crise profonde. Ce système qui ne peut même pas tenir, il ne peut pas tenir une vision des choses pendant un mois. Comment peut-on compter sur un système pareil, sur un État pareil, pour penser l'avenir des Algériens, hein? Pour penser au futur des Algériens? Parce que les Algériens, c'est bon, ils ont renoncé à leur présent. Ils ont renoncé. Les Algériens actuellement n'ont pas de vie. Les couches populaires en Algérie subissent une paupérisation galopante, monstrueuse. Tous les jours, nous voyons des couches entières de la société algérienne qui sont déclassées. La classe moyenne en Algérie n'a plus de sens, n'a plus d'existence. Nous nous dirigeons vers une société complètement paupérisés malheureusement. Les Algériens perdent tous les jours non seulement de leur pouvoir d'achat, mais même aussi de leur dignité d'être humain, de leur dignité de citoyen. C'est ça les véritables questions qu'il faut se poser. Parce que essayer de comprendre ce que fait Tebboune relève de l'impossible, parce que ce qu'il fait est par essence incompréhensible. Donc nous ne pouvons pas le comprendre, ni ce qu'il fait lui, ni ce que font ses ministres. C'est pour ça que nous devons réellement interroger ces catégories que nous utilisons pour comprendre la situation algérienne. Parler de la situation algérienne comme d'une situation d'un État normal, c'est-à-dire par exemple interroger ce que fait l'exécutif, ce que fait par exemple le Parlement, ce que disent les ministres, ce que font les ministres, n'a pas de sens. Parce que le système entier est insensé, incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut le changer et le changer radicalement. Brahim Younsi, interroger le Parlement, interroger le gouvernement, interroger le cours des choses. La question qui nous vient à l'esprit, Brahim Younsi, avant de vous laisser nous dire votre avis sur tout ça, pourquoi le Parlement ne s'est-il pas manifesté de la plus petite façon, alors que cette décision de Tebboune de suspendre une loi de finances, qui plus est, procède d'une transgression contre le pouvoir législatif qui a discuté, qui est censé au moins avoir discuté et voté cette loi. Il n'y a pas eu la moindre petite protestation venant du pouvoir dit législatif. Vous savez très bien que la séparation des pouvoirs n'existe pas. C'est le pouvoir législatif qui émane du pouvoir exécutif. Ce n'est pas le contraire. C'est dire que la séparation des pouvoirs n'est pas opératoire dans notre pays. Ce que l'on appelle le Parlement n'est pas un vrai Parlement. C'est une chambre d'enregistrement, une simple chambre d'enregistrement qui n'a pas même si il est prévu qu'elle peut avoir l'initiative de la loi, selon bien entendu des considérations législatives, constitutionnelles. Mais c'est une chambre d'enregistrement. Elle reste une chambre d'enregistrement. Mais au moins qu'il fasse semblant, quoi. Qu'il fasse semblant, juste semblant. Oui, il n'y a pas, même semblant, on ne peut pas le faire. Ceci dit, je le répète, je crois que le pouvoir exécutif, sur le plan théorique et bien entendu pratique, peut faire une loi rectificative ou une loi de règlement pour ajuster, pour régulariser les choses. Et cette loi de régularisation, si vous voulez, ou cette loi de règlement, ne peut se faire qu'a posteriori. Bien entendu, on annonce que la loi de finances 2022, votée et promulguée,
certaines de ces dispositions vont être gelées. Mais il faut absolument qu'il y ait une loi de finances rectificative, une loi de règlement pour régulariser la situation. Cela, il faut le dire, tous les gouvernements le font. Mais je crois que le fond du problème de l'économie algérienne, il me semble que c'est l'appareil productif. Or, l'appareil productif algérien connaît une agénésie depuis un certain nombre d'années, il faut le dire. C'est l'appareil productif qui ne produit plus. Il n'y a pas véritablement d'appareil productif. Et Ismaël l'a dit tout à l'heure, à savoir que l'État aussi n'a plus la capacité d'investir, il n'investit pas. Donc, l'absence il a investi dans les réductions drastiques de certains budgets, y compris ceux de la facture des médicaments, de l'alimentaire, mais il ne touche pas à la facture de l'armée, par exemple. Même quand il fait des économies, il le fait de façon très... L'investissement dans la production, il n'y a pas d'investissement dans la production, et d'autre part, le secteur privé n'investit pas, et n'investit pas assez, et parce qu'il n'y a pas suffisamment de financement endogène, mais aussi de technicité, de techniciens, pour pouvoir mener une économie dynamique. Et les investissements extérieurs n'arrivent pas parce que le système politique qui est le nôtre bloque l'investissement étranger. Donc la possibilité de redynamiser, de sortir du marasme et de la dépression que nous connaissons n'est pas possible parce que les lois de notre économie n'ont pas ouvert le champ économique à l'investissement intérieur et surtout à l'investissement extérieur. C'est dire que nous sommes dans un cercle vicieux où nous allons vers une économie réellement de marché ou alors assumant notre économie administrée. Mais est-ce qu'une économie de marché peut se faire dans un pays où la confiance est totalement absente? Il n'y a pas seulement que la confiance, il y a les libertés démocratiques, évidemment. Oui, ça procède de tout ça. La confiance pourrait éventuellement venir si l'État est crédible. L'État algérien n'est pas crédible. Nous avons connu des périodes où l'investissement étranger commençait à arriver parce qu'on pensait qu'il y avait des lois qui protégeaient les biens. Or, les lois, le droit, l'état de droit n'est pas là pour protéger les biens et protéger les personnes. Cela n'existe pas aujourd'hui dans notre pays. Mais pour à plus forte raison, Brahim Younsi, que ce régime ne respecte pas ses propres lois puisqu'il les viole lui-même. La preuve, l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est ça le gros problème est là. Quand les citoyens dérogent à la loi ou enfreignent la loi, ils sont punis. Or, quand c'est l'État qui le fait, qui enfreint ses propres lois, les lois qu'il produit lui-même, vous ne savez plus, passez-moi l'expression, sur quel pied danser. À la fois, l'investisseur algérien ne sait pas sur quel pied danser parce que cela change tout le temps et n'importe quel ministre peut le contraindre à des choses et sur le plan des investissements extérieurs, c'est également la même chose parce que la loi devient élastique et on ne sait plus comment faire, comment agir. Je veux juste revenir sur la question parce qu'elle est importante, elle est extrêmement importante, surtout en ce moment, celle du financement monétaire, c'est-à-dire de la planche à billets. Et la planche à billets, certains économistes, dont je ne vais pas donner les noms ici, parce qu'ils avaient beaucoup parlé au moment où Yahya avait fait fonctionner par la Banque d'Algérie la planche à billets, beaucoup d'économistes, enfin certains économistes dont je tirais les noms, avaient dit qu'il n'y aurait pas d'inflation, alors que même un étudiant en première année d'économie sait qu'on ne peut pas faire fonctionner la planche à billets sans contrepartie productive.
Et alors que l'Algérie, le système algérien, le système dit productif algérien ne produit pas. Et il ne pouvait pas compenser la création monétaire. Et ils ont dit il n'y aura pas d'inflation, y compris quelques mois après, alors que nous savions tous, nous qui ne connaissions que très peu les enjeux là-bas, c'est que l'inflation commençait à altérer, à rogner le pouvoir d'achat des citoyens. Et cela, nous le voyons à travers nos familles, à travers nos amis, à travers les Algériens qui rouspètent, etc., que leur pouvoir d'achat a été rogné par l'inflation générée par la planche à billets. Et ces mêmes économistes aujourd'hui disent que, au bout en 10 ans, que l'inflation a augmenté de 150-160%. C'est dire que l'inflation, l'importance de l'inflation a bien entendu rogné le pouvoir d'achat des Algériens. Mais l'enjeu essentiel, il est dans l'appareil productif. Si Ismaël Lalmas parlait de l'emploi, de l'emploi, du chômage, donc c'est que si nous n'avons pas un système productif, si nous n'avons pas une économie qui produit, il ne peut pas y avoir d'emploi. Et seule l'économie productive qui peut créer des milliers d'emplois. J'ai vu que dans le compte-rendu du Conseil des ministres, le gouvernement pavoise, parce qu'il a créé à peu près 2600, 2700 emplois sur un certain nombre de domaines, notamment l'industrie, l'agriculture, le tourisme, etc. 2600 emplois avec une quarantaine de projets. Alors qu'il prévoit sur 767 projets, je cite de mémoire, la création, et il faut attendre, c'est des prévisions, 43 000 emplois. Nous marchons sur notre tête. Ça fait penser à cette vache laitière qui donne du lait au compte-gouttes et qui prend du foin par balles entières. C'est dire que Abdelmajid Tebboune et toute son équipe, et bien entendu l'armée, nous ajoutent le coma à l'atonie. Ben voilà. Alors, dernier tour de micro sur ce sujet avant de passer à la question des prisonniers politiques et des détenus d'opinion. En moins de 2 minutes chacun, s'il vous plaît, pour pouvoir passer au sujet. Smaïl Lalmas, un dernier tour de micro sur cette question. Quelque chose à rajouter? C'est Ibrahim m'a fait rappeler un épisode assez triste pour moi d'ailleurs. Je me rappelle en 2018 quand le gouvernement Yahya est venu avec la fameuse idée de la planche à billets qui disait qu'ils allaient régler tous les problèmes économiques dans ce pays. Moi j'avais alerté tout le monde, j'avais alerté l'opinion publique pour dire que attention, c'était très dangereux pour notre économie, surtout que notre économie était en inflation, alors que souvent les gouvernements actionnaient la planche à billets quand la situation était en déflation, c'est-à-dire qu'ils mettaient des masses supplémentaires d'argent sur la place financière pour inciter la consommation qui était un moteur de croissance. Donc inciter la consommation sous forme de crédit sans intérêt souvent pour essayer de booster un peu la consommation, pour essayer de relever les prix et sortir de la situation de déflation. Et on disait de moi que en pleine Assemblée nationale قال لك هو يطبل وحنا نحوش على الدراهم قلت لهم هذوك الدراهم هذوك اللي راكم ديروا بلا planche à billets sans équivalent en richesse et en production, c'était du simple papier, et dans quelques temps on va ressentir l'impact le travail anarchique qui se faisait sans aucune réflexion, en prenant comme exemple le Japon et les États-Unis et l'Angleterre qui avaient actionné la planche à billets, oubliant qu'ils l'avaient actionné dans une situation complètement différente, c'est-à-dire en déflation, et on était loin de comparer notre économie à ce genre d'économie. Brahim Younsi. Vous savez, la planche à billets, je crois, si je me trompe, si Ismaël me rectifiera, je crois que c'est John Law qui a créé la planche à billets, et c'était un ministre de Louis XIV. Il a ruiné l'économie française avec la planche à billets. C'est ce qui nous arrive
nous avons ruiné notre économie avec la planche à billets. C'est dire que... Encore que pour la ruiner, fallait-il qu'elle existe, Brahim Younsi? Disons qu'il y avait une économie, il y avait une certaine économie. Cette économie était administrée, certes, mais il y avait une économie. Mais là, nous ne savons pas où aller. C'est la navigation à vue. C'est dire que l'économie algérienne, si elle ne repose pas sur la production qui ouvre le champ au travail, à l'intelligence, à l'effort et bien entendu à certains sacrifices, nous n'arriverons pas à nous en sortir. C'est sortir de cette agénésie de l'appareil productif. Karim Laïtou Slimane, pardon d'avoir inversé le tour de micro sur ce sujet avant de passer au suivant. Écoutez, pour faire vite, moi je reste convaincu qu'en Algérie notamment, les questions économiques ne doivent pas être posées avant de régler les questions politiques. Parce que, comme disait cet autre, un mauvais syndicaliste par le chiffre et un bon syndicaliste par le politique. Donc le changement de la situation des Algériens ne passera pas par l'économique, parce que l'économique en Algérie est empêchée par le politique. Très bien, merci. Alors nous allons passer au prochain sujet, le sujet de la grève de la faim des prisonniers politiques et des détenus d'opinion. La grève de la faim des prisonniers politiques et d'opinion, 18e jour aujourd'hui. Grève de la faim des prisonniers politiques et détenus d'opinion qui est en train d'être, d'interpeller des acteurs politiques et d'autres, des syndicalistes notamment, mais pas seulement, des citoyens comme la population de l'Azib, Nasseria, qui se mobilisent, certains qui font grève de la faim, comme Nassera Rouzlan, Yamina Mghraoui et d'autres parmi elles, des syndicalistes qui rejoignent les prisonniers politiques et détenus d'opinion. Nous allons en parler dans un moment, mais nous allons d'abord voir quelques images sur l'Azib, Nasseria. زول فلاون قلع شريت سي العزيم نزعمهم انشيتين سوليداريتي يمولا لي ديتيني وفي لي ديتيني دوبينيون العزيم نزعمهم يسونطرفيل العزيف لي بالي ديتيني دوبينيون دسمك ثاك نساء 13 محبس ناراي العزيف نزعمهم مثني الحبوس قالتي جلافين قليعه ذقايث ولكن ديما ولاني محبساكي دونك تسويثو لا ليبيراسيون براونسن دسمك ساكن لي دوتوني كي دوبينيون كشمن زكاض لي طونجين كراف دفا الي ميتي ولا قلا شريت سي سونطار فيل العزيف لا رومبوا سواليم مام لي سيتويا دوسان الدعاونه. Ce sont des parents et amis des 13, dans cette petite ville seulement, il y a 13 détenus politiques et d'opinion que leurs parents sont venus soutenir et avec lesquels ils entreprennent des grèves de la faim aussi. Alors, Smaïl Lalmas, sur ces d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qualificatif de prisonnier politique ou détenu d'opinion que le régime refuse à ces gens, qui ne sait même pas comment qualifier puisqu'il n'ose pas dire détenu de droit commun. Il dit, comme lors du communiqué du procureur général pour nier qu'il y ait eu une grève, il dit
une certaine frange de détenus. Ça veut dire qu'il ne sait même pas comment les nommer lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif de prisonnier politique et de détenu d'opinion? Écoutez, un pouvoir qui n'arrive pas à qualifier ses détenus, qui n'arrive pas à donner un qualificatif à ses détenus, c'est un pouvoir qui est mal à l'aise avec le dossier ADA. Donc, moi, je dis que ce sont des détenus d'opinion, des détenus politiques, purement politiques. Oui, ce sont des détenus d'opinion, des détenus politiques. Que le pouvoir le veuille ou non, c'est une réalité. Ils ont été incarcérés pour leurs opinions. Hein, donc, on ne peut pas donner d'autres qualifiants. Mais ce qu'il y a, c'est que, wallah, c'est très triste. Et je suis très, très malheureux et très triste de voir la situation dans laquelle se trouve mon pays, notamment comment on traite les meilleurs enfants de ce pays. Je ne pense pas qu'on puisse faire d'un pays, un pays fort si on empêche son peuple, ou là, le peuple, de dire son opinion, ou là, de parler, ou là, de dire librement ce que ce peuple pense vraiment. Et là, on empêche les Algériens de s'exprimer, de parler, de dire leur opinion. Dès qu'il y a quelqu'un qui se détache, qui essaie de s'exprimer, on le met en prison. Je pense que la prison n'a jamais été une solution. Et en plus de cela, quand on voit la détresse dans les familles, je suis de tout cœur avec les familles des détenus qui souffrent énormément. Et je suis de tout cœur avec nos frères et nos sœurs qui sont en prison. Et là, je crois que la grève a pris une dimension beaucoup plus importante. On parle de plus d'une centaine de grévistes. Et en plus de cela, je crois que tout le monde a compris que si nos frères et sœurs sont arrivés à ce stade, c'est une expression d'une forte détresse et surtout, c'est l'expression d'une injustice. Une injustice parce que tout le monde a compris que c'était le dernier rempart, la dernière étape et le dernier moyen utilisé et trouvé par nos frères et nos sœurs qui sont en prison. Et ils avaient utilisé tous les moyens juridiques et légaux, mais ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. La justice n'a pas marché, n'a pas respecté les lois et du coup, ils n'ont pas trouvé quoi d'autre faire que d'aller vers cette grève et Inch'Allah, ce pouvoir-là voit le dossier d'aller gréver d'une autre manière. Et ce sont nos frères et nos enfants qui sont en prison. Comment, je me demande, j'essaie de me mettre à la place d'un responsable dans ce pays, ou là du président, ou là du Premier ministre, ou là du ministre de la Justice, comment accepter que nos enfants soient en prison? Comment accepter cela? Moi, je suis responsable dans ce pays, parce qu'ils ont dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une phrase sur Facebook et l'autre il a dit 2 ou 3 mots. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déstabiliser le Qawwa al-Iqlimiyya. 300 personnes vont déstabiliser le Qawwa al-Iqlimiyya. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ce n'est pas une approche. Qu'est-ce qu'il va apprendre en prison? Et quand il va sortir en prison, qu'est-ce qu'il va? Le fait de les emprisonner, on va le développer un excès d'amour pour ce pays qui les a mis en prison. Arrêtez de se comporter de cette manière avec les gens du Hirak ou là avec nos politiciens. Ils n'ont rien fait de mal. Ce ne sont pas des trafiquants de drogue, ce ne sont pas des trafiquants, des tueurs, ou là, des assassins, ou là, des criminels. Ce sont des gens libres qui ont le malheur, Smaïl Almas, d'avoir revendiqué un état de droit à des gens qui... C'est tout. Mais pour le régime, c'est excessivement grave. Mais restez avec nous, Smaïl Almas. Brahim Younsi, oui. Je vais rajouter 2 mots, si vous permettez. Alors, quand vous voyez cela, vous voyez que dans ce pays, on ne parle que de répression, on ne parle que de prison, on parle encore de terrorisme, on parle de trafic, on parle de tous les scandales qu'il y a eu, la corruption, etc. On se dit, pourquoi il n'y a pas d'investissement, pourquoi il n'y a pas d'économie, pourquoi il n'y a pas d'investisseurs étrangers, mais pour venir faire quoi ici? Ou là, avec toute cette mauvaise publicité, avec l'image ternie à ce pays, au lieu d'essayer d'aller vers un apaisement, au lieu d'essayer de tendre la main à ce peuple, au lieu d'essayer de corriger un peu de l'image ternie, là, il continue dans le massacre, et on va dire qu'il n'y a pas d'économie. Mais bien sûr qu'il n'y a pas d'économie, il n'y aura pas d'économie de cette manière. C'est impossible. Alors, Brahim Younsi, justement, la répression, comme est en train de... L'intensification de la répression, comme est en train de le dire Smaïl Almas,
Écoutez ce que nous dit Abdelghani Badi, maître Abdelghani Badi, avocat, défenseur des droits de l'homme, qui est sur la brèche pour ce qui est des hirakistes emprisonnés. Écoutez-le. Ah, voilà. Il nous parle d'intensification, d'accélération de la répression ces derniers jours et très vraisemblablement, plus le 22 février, Brahim Younsi se rapproche, plus ce régime donne des signes d'énervement, d'agacement, de panique. Il semble craindre cette échéance et est en train de mettre tout le paquet pour, je vais utiliser un verbe qui ne trouvera jamais une meilleure utilisation que celle que je vais donner maintenant, pour terroriser, c'est du terrorisme, pour terroriser quiconque serait tenté de revendiquer la démocratie et un état de droit. Brahim Younsi. Ben, évidemment, il y a un climat de terreur. Vous avez raison d'employer ce verbe, parce que le climat de terreur est là. Mais, en revanche, il faut le dire, les détenus politiques, parce qu'on leur reproche des faits politiques, et seulement des faits politiques, ce n'est pas des délinquants. Ces détenus politiques, ces prisonniers politiques, réenchantent quelque part le politique, parce qu'ils mettent la situation en plein centre du politique. Ce n'est pas rien. Et par la grève de la faim qui approche la vingtaine de jours, il se réapproprie, si je peux me permettre ce terme, le politique et la question politique. Et la question politique, ce n'est pas seulement les jeux ou les enjeux, c'est la question nationale. Il pose de façon évidente, de façon extrêmement forte, la question nationale. Parce que la question nationale aujourd'hui, c'est la question politique par excellence. Et les détenus politiques, les prisonniers politiques, posent la question nationale de la façon la plus forte que je n'ai pas vue depuis de très nombreuses années. Autrement, vous savez, vous connaissez certainement le philosophe Karl Popper. Karl Popper parle, mais pour les théories scientifiques, de falsifiabilité. Or, le pouvoir en place, y compris d'ailleurs pour la loi de finances dont nous venons de parler, dans tous les domaines, il participe de la falsifiabilité. Il falsifie tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait et tout ce que nous faisons. Et vous prenez Abdelmajid Tebboune, falsifie et il continue de falsifier tout l'apport de la révolution du 22 février 2019 en se l'appropriant d'abord, en l'appelant Hirak al-Mubarak, en constitutionnalisant. Il a même dit le Hirak, c'est moi. Il a même dit le Hirak, c'est moi. Vous avez cette notion de falsifiabilité que le pouvoir a toujours menée. Il n'agit que par la falsification de l'histoire, falsification de la politique, falsification de l'économie, et il falsifie tout. Et en effet, vous avez raison de le dire, l'approche du 22 février lui fait très peur, parce que, les détenus politiques, les prisonniers politiques ont réactivé la contestation, au risque d'ailleurs de leur santé et peut-être de la mort, réactive le politique, réenchante la révolution. Et cela, le pouvoir en place, le pouvoir illégitime, en a très peur. Et il a peur que les Algériens utilisent les mêmes moyens que ceux que les Canadiens ou les Français ont utilisés ces derniers jours. Karim Naïtou Slimane, vous êtes en France, vous êtes parmi les hirakistes de la place de la République.
et il se passe des choses, il se prépare des choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire ce que vous savez, ce qui est en train de se préparer et ce que vous attendez, ce que les Algériens de France, de la diaspora d'une façon générale, attendent des jours suivants? Merci Jamaldine de me poser cette question avant de donner mon point de vue sur cette question des détenus. Donc effectivement, à Paris, les militants du Hirak organisent une grande marche le dimanche prochain, dimanche 20 février, qui partira de Place de la République aux environs de 13h30, 14h. Donc nous appelons tous les Algériens en France, en Europe et un peu partout dans le monde qui peuvent faire le déplacement à Paris, venir nous rejoindre dimanche prochain, donc Place de la République, à partir de 13h30, 14h. Et entre autres, cette marche sera aussi pour soutenir ces prisonniers politiques qui sont actuellement à leur 18e jour de grève de la faim en Algérie. Et sur cette question, j'ai vraiment quelque chose à dire, parce que il me semble que c'est une question qui n'a pas encore reçu le traitement qu'elle mérite et n'occupe pas l'importance qu'elle mérite dans la société algérienne. Parce que les Algériens parlent en ce moment du pouvoir d'achat, de ces mesures aussi économiques, des taxes, mais ne savent pas en réalité que tout se joue in fine au tribunal. Et que l'État c'est le tribunal. C'est au tribunal que se défend bien sûr le détenu, mais c'est au tribunal aussi que se défend l'ouvrier, le salarié, le journaliste, tous les acteurs de la société se retrouveront un jour ou l'autre face au droit. Et d'ailleurs, c'est sur cette question de droit qui est la question centrale de la politique, le rapport du citoyen au droit, que tout se joue actuellement en Algérie. Et la grève de la faim de ces détenus entre justement dans le cadre de cette lutte nationale pour la démocratie. Ces détenus sont actuellement les porte-étendards des luttes démocratiques en Algérie. Et tous les Algériens doivent les soutenir en réalité, parce que leur lutte, elle ne se fait pas pour leur propre personne, mais elle se fait pour tous les Algériens. Et c'est sur ce rapport au pouvoir, sur ce rapport à la citoyenneté, que tout va se décider en Algérie. Il faut que les Algériens comprennent leur situation. Ils sont à la fois normalement dans un état de droit, ils doivent être la source du droit, mais aussi les premiers justiciables. Merci. Donc c'est sur ce rapport que tout va se jouer, et normalement nous devons tous être derrière ces détenus politiques. Karim Naïtou Slimane, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Ismaël Lalmas, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal la khair, Slama.